construit psychosociologiquement de la même manière. Non, c'est fondamentalement un problème social. À cela s'ajoutent des relations très tendues entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Ce n'est pas pour arranger les choses. C'est clair que les relations entre les filles et les garçons, surtout dans les banlieues, c'est pas facile. Surtout quand une fille a des grands frères, là on a peur et on se dit ouais non, faudrait mieux pas que je sorte avec elle pour ne pas avoir de soucis. Ou soit on peut décider de sortir avec elle et on va essayer de trouver une solution à l'amiable pour ne pas qu'il y ait de soucis, de problèmes. Moi j'ai une petite sœur, je suis protecteur, voilà, j'ai une petite sœur, elle a 15 ans. Voilà, c'est vrai, j'aimerais pas l'avoir avec un garçon à cet âge-là. Mais si ma petite sœur elle a 20 ans, j'en ai 22, ça va être difficile. Moi j'ai des sœurs, donc à partir du moment où elles sont majeures, elles font ce qu'elles veulent. Après, voilà, si le gars il vient me dire oui, je suis avec ta sœur, tout ça et tout, pas de souci, du moment qu'il lui fait rien, voilà, c'est normal quoi, elle a le droit d'être amoureuse. Le problème c'est que il n'y a pas assez de relations entre les frères et les sœurs. On n'a pas grandi en étant complices avec notre sœur, en rigolant ensemble. On a grandi dans la dureté, donc voilà. Pas simple pour ces jeunes de s'éveiller à l'amour et à la sexualité dans ce climat de crispation. Manque de repères, fond social dégradé, société plus individualiste. Pour Michel Fize, sociologue spécialiste de la jeunesse, ce sont autant d'éléments qui favorisent, chez certains jeunes, un repli vers des postures rétrogrades. Quand on est dans cette situation, eh bien, on se raidit sur des rôles traditionnels, voilà, qui ont toujours existé, parce qu'on ne voit pas comment faire autrement. Voilà. Alors les garçons, effectivement, peuvent être conduits à adopter des conduites machistes, hein, d'affirmer une virilité qui pour eux, quelque part, ne peut être que dominante. Hein. Et les filles, évidemment, sont réduites à devoir assumer une féminité qui, dans l'esprit des premiers, ne peut être qu'une féminité de soumission. Je veux dire, l'honneur des hommes se situerait ici, voilà, un peu plus bas, ce qui est quand même très archaïque et complètement hallucinant aujourd'hui en France, quoi. C'est surtout ça qui paraît complètement fou, et ça existe bien. Et tous les jours, on est victime, et beaucoup de femmes sont victimes à différents degrés de ça. C'est-à-dire que parce qu'on est ce qu'on est, on est des femmes, cette virginité, ce sexe appartient aux frères, au père, au mari. Je pense que c'est ça le problème, c'est que les gens, ils ont un honneur, ils ont une fierté, un orgueil, c'est ce qui fait que, voilà, au jour d'aujourd'hui, ils se disent non, je peux pas me permettre de laisser ma sœur faire ce qu'elle veut parce que voilà, moi aussi j'ai une réputation, je veux pas qu'on salisse ma réputation à cause de ma sœur, ou je veux pas qu'on pense que ma sœur c'est une pute parce qu'elle est habillée de telle ou telle manière. Anissa a-t-elle sali l'honneur des hommes de sa famille? Parce qu'à 19 ans, elle voulait décider de sa vie amoureuse? Parce que Guy Morel lui plaisait? Parce que son frère désapprouvait? Guy Morel a été victime de ça, il est mort pour ça. Mais le fond du fond, c'est qu'on pense qu'une femme appartient à un clan, appartient à une famille. Et depuis Roméo et Juliette, il y a quand même des choses qui ont évolué en Europe notamment. C'est imbécile, c'est débile, c'est débile. C'est vraiment, c'est abruti, je sais pas, il n'y a pas de mots pour ça. Ça veut dire tous les sœurs qui ont des grands frères, il ne faut pas sortir avec eux. Parce qu'on risque de se faire tuer. Ou ça n'existe pas, moi je ne savais pas que ça existait ça. Guy Morel est mort pour rien. Face à l'incompréhension, à l'indignation, son frère décide d'organiser une marche silencieuse le 22 octobre 2010. Je me suis dit, comment prévenir ses amis que Guy Morel est décédé, qu'on veut faire une veillée. Et donc c'est là que je me suis dit, on peut même faire mieux qu'une veillée. On peut faire une marche qui va sensibiliser les gens et ses amis pourront le partager et venir et lui rendre un dernier hommage. Ils ont organisé une marche à son nom. C'est pas rien, c'est une marche. Tous les gens qui étaient là, qui étaient mobilisés, tu les vois, tristes, ils comprennent pas.
Ils venaient me voir, il y a des gens qui venaient me voir. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé, Guimau? Mais non, c'est pas je pouvais même pas les répondre, parce que même moi, je pouvais pas les répondre. Il y avait un nombre de monde que... C'est qu'il y a quelque chose quand même. C'est que c'était vraiment quelqu'un qui méritait qu'on marche pour lui. Voilà. Cher Guy, j'ai tenu à t'écrire cette lettre. Tout d'abord... Il faut vraiment sensibiliser les gens. Je me suis dit, voilà, je vais écrire une lettre en l'honneur pour Guy Morel. Voilà, je voulais expliquer aussi que ce genre de choses, faut pas le faire. Quand on veut régler une histoire, on la règle pacifiquement. Pas besoin d'utiliser les armes, pas besoin d'être barbare. Alors avant de faire du mal, même si un jour il vous prend l'envie de vous faire justice vous-même, réfléchissez bien. Le combat de Jacques se poursuit au-delà de la disparition de son frère, pour dénoncer des mentalités qu'il juge archaïques, sensibiliser les jeunes et surtout éviter d'autres morts aussi violentes que dérisoires. J'ai surtout voulu médiatiser pour que la mort de Guy Morel serve à quelque chose. Elle peut servir à quelque chose dans quel sens? Pour dire que vraiment, dans le quartier, eh bien, c'est pas seulement les dealers qui décèdent. Il y a des gens qui sont sans embrouille qui peuvent décéder dû à des réflexions imbéciles ou des attitudes imbéciles. Parce que là, Guy Morel est mort pour rien. Voilà, et c'est ça qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, ces jeunes se permettent de tuer pour pas grand-chose. Enlève une vie, enlève un dernier souffle à un jeune homme qui était plein d'avenir. C'est dommage qu'aujourd'hui, au nom d'un prétendu honneur qui n'existe pas, quel honneur, puis quel honneur de tuer quelqu'un, voilà, on arrive encore à tuer pour rien. Et je pense que le message qui doit être véhiculé, il faut faire très attention parce que sur le terrain, vous avez des gens qui applaudissent les criminels, hein, qui continuent à penser que « Ah oui, mais moi je le ferais, de toute façon je ferais la même chose hein, si on me faisait ça à ma sœur. » C'est dramatique. Nos parents, ils nous ont élevés pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette histoire de code d'honneur? Quelques semaines après le décès de son petit frère, Jacques participe à une émission de France 2. C'est un crime d'honneur, mais je crois pas que... Il y a 3 jours, ils manifestaient leur souffrance, leur colère et surtout leur incompréhension. L'incompréhension de voir qu'aujourd'hui en France, en 2010, une famille puisse dicter la vie amoureuse d'une de ses filles. Qu'elle puisse, au nom de l'honneur, imposer sa justice jusqu'à donner la mort. Bonsoir, votre frère a été assassiné il y a 15 jours pour une histoire d'amour ou d'amourette entre 2 ados. Vous auriez pu avoir envie de faire justice vous-même, malgré votre chagrin, c'est pas du tout ce que vous avez voulu faire. Bah oui, j'ai utilisé une autre arme, c'est celle du dialogue. Une fois encore, le jeune homme appelle à la tolérance, à la discussion, ni haine ni vengeance. Jacques attend désormais que justice soit rendue. Kevin sera jugé ici au tribunal de Bobigny, vraisemblablement vers la fin de 2012. Pour l'heure, il a été mis en examen pour meurtre et encourt une peine de 20 ans de réclusion. Partie civile, défense, voisins et amis, tous attendent beaucoup de ce procès. Car malgré les aveux du prévenu, plusieurs théories s'affrontent et de nombreuses zones d'ombre demeurent. Qui est l'agressé et qui est l'agresseur? C'est le principal point de désaccord. L'avocat de Kevin espère bien faire valoir la légitime défense. Moi, en tant qu'avocat, j'attends la bonne analyse ou la finalisation de l'analyse du dossier. Alors évidemment, il n'a pas sur ce dossier la même analyse que la partie civile. Il part du principe que, grosso modo, sans entrer dans les détails, il n'est pas l'agresseur, mais il a été l'agressé qui a été obligé de se défendre. Voilà. Et toute l'analyse du dossier va porter effectivement sur ce point juridique de traitement. Une position vivement contestée par les parties civiles. La légitime défense ne tient absolument pas debout. Le jeune Guy Morel venait de recevoir un coup de téléphone de sa maman qui l'invitait à aller faire les courses pour la soirée. Il revenait avec des sacs de provisions dans la main quand le jeune Kevin lui a sauté dessus. On a aussi un rapport d'un médecin légiste qui est extrêmement explicite sur les blessures de Guy Morel. Il y aurait eu bagarre, comme allègue Kevin, on aurait des traces de cette lutte, de cette défense, aussi bien sur Kevin que sur Guy Morel.
Or, sur l'autopsie de Guy Morel, il n'y a que 2 traces. Le coup de couteau sur la cuisse gauche et le coup de couteau au niveau du thorax. On n'a aucun hématome, aucune griffure au cou ou au poignet de Guy Morel qui laisserait penser qu'il y a une lutte entre les 2 jeunes hommes. Deuxième interrogation. À qui appartient l'arme du crime? À Guy Morel, clame Kevin. Il lui aurait arraché les mains uniquement pour se défendre. Et après avoir fui la scène de crime, il dit avoir jeté le couteau dans un bosquet. Mais le problème, c'est que les enquêteurs n'ont jamais pu le retrouver. Kevin a donné beaucoup de détails sur le lieu où il aurait pu le jeter. Il y a eu beaucoup d'investigations, chacune des poubelles a été fouillée, les abords de la route ont été minutieusement quadrillés, il y a eu un réel travail de la police à ce niveau-là. Malgré tous les détails de Kevin, le couteau n'a jamais été retrouvé. Ce n'est pas dans son intérêt de ne pas l'avoir retrouvé, de faire en sorte que personne ne puisse l'avoir retrouvé, puisque là on aurait pu avoir des éléments supplémentaires apportés à l'enquête, ça c'est sûr. Ça, ce n'est pas une excellente chose qui a été faite. Hein. Et comme par hasard, ça joue totalement à son désavantage. À son désavantage, oui. Si l'arme appartenait bien à Guy Morel et qu'elle comportait bien leurs 2 empreintes digitales, ce serait la preuve de la légitime défense. En revanche, si le couteau ne révélait que les empreintes de Kevin, alors cette disparition pourrait bien arranger ses affaires. Les avocates de la famille Yapo réfutent la thèse de l'accident malencontreux. Maître Gillet évoque même la préméditation. Pour elle, l'étude du téléphone portable de la victime ne laisse place à aucun doute. Guy Morel, dans chacun de ses textos, n'a de cesse d'invoquer la peur qu'il peut ressentir vis-à-vis des frères d'Anissa. Il essaye par tout moyen, avec tous les arguments possibles en sa possession, de mettre un terme à sa relation avec Anissa. Et il a des mots très très précis, notamment plusieurs SMS, tes frères vont me planter. Donc il a été extrêmement explicite. Il a été d'autant explicite que sur ces 2-3 derniers textos échangés, il dit « Ma vie ne vaut pas d'être mise en danger pour toi ». Dans quelques mois, le prévenu sera dans le box des accusés. Comparaîtra-t-il pour homicide involontaire ou pour meurtre avec préméditation? Alors évidemment, maintenant, si la partie civile, si tel était le cas, si elle crée la préméditation pour alourdir le dossier, pour les raisons qui lui sont propres, évidemment, entre légitime défense et préméditation, on passe de 0 à 30 ans. Effectivement, c'est réellement un grand écart. Que risque réellement le meurtrier présumé de Guy Morel? Depuis l'époque des duels, l'eau a coulé sous les ponts et le crime d'honneur ne figure plus dans notre législation. Il s'agit d'un homicide comme un autre. Pour autant, la notion d'honneur constitue-t-elle une circonstance aggravante ou atténuante, comme pour le crime passionnel? Il me semble que pour tous les procès qui ont eu lieu où les femmes étaient des victimes, la considération, la prétendue considération de l'honneur, parce que où est l'honneur dans ce crime-là, a été considérée comme une circonstance aggravante. On a eu des cas en Angleterre et dans d'autres pays, même en Italie, où on a trouvé des justifications culturelles, c'est-à-dire qu'on a trouvé des circonstances atténuantes en invoquant le contexte culturel du crime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire expliquer que c'est tout bonnement un décalage culturel, le fait qu'il a été poussé de par sa culture à tuer. Dans le cas de Shahrazad, brûlée vive pour avoir décliné une demande en mariage, l'agresseur avait été condamné à 20 ans de prison ferme pour tentative d'assassinat. Cette lourde peine fera-t-elle jurisprudence lors du procès de Kevin? Une autre question taraudera probablement les jurés. Où se situe la jeune Anissa sur l'échiquier juridique? C'est extrêmement difficile de savoir quelle sera la position d'Anissa tant durant l'instruction qu'au niveau du procès. Je peux pas aujourd'hui prévoir ça. Je ne pense pas non plus qu'en défense on peut prévoir le témoignage d'Anissa. Aujourd'hui, elle peut très bien être dans le côté victime et dans le pleur de la mort de Guy Morel, comme elle peut aussi, ça peut se comprendre, dans la défense de sa famille, de son frère. Il s'agit de sa propre famille. Il ne faut pas oublier cette fille. On les oublie souvent, mais c'est elles qui sont à l'origine de ce conflit. Elles sont dans une culpabilité terrible. Et moi, je voudrais aussi qu'on parle d'elles parce que ce sont des filles qui peuvent aussi retomber dans l'ombre, qui subissent
aussi à la fois la culpabilité d'avoir été à l'origine de cet assassinat, mais aussi la pression, encore et toujours, de leur famille. Quelques jours après la mort tragique de son petit ami, Anissa a posté un poème sombre sur le net. Il livre sans doute quelques éléments de réponse. Par ma faute, 2 familles sont brisées. J'aurais préféré ne pas vivre cet amour qui nous a conduits à la haine, la colère et surtout la peine. Sans moi, il n'y aurait sans doute pas tant de personnes en deuil. J'ai pas pu lui dire à quel point il pouvait me manquer, à quel point je pouvais l'apprécier. Et c'est souvent ça avec les gens qu'on apprécie. On n'ose pas leur dire. Parce que voilà, on a grandi dans la banlieue, on n'a pas grandi en montrant nos sentiments. C'est pas facile pour nous de pleurer. Ça n'aurait pas dû arriver. Je pense que l'autre aurait pu se contrôler. Bon, et puis l'histoire, elle avait été finie. Bon, ils s'étaient battus. La fille s'y fréquentait plus. Moi, je dis non. Ça n'aurait pas dû arriver. On est au XXIe siècle. Voilà, si tu veux faire preuve d'esprit d'homme, respectueux, respectable, eh bien, tu te dois de pouvoir trouver des solutions en discutant, en demandant aux autres, il y a une solution, il y a un problème là, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? C'est là l'intelligence d'un homme, c'est dans la discussion, c'est pas dans l'acte. Guy Morel est-il mort pour rien à l'aube de ses 20 ans? Est-il tombé pour l'honneur d'une famille blessée parce qu'une de ses filles fréquentait un jeune homme sans autorisation préalable? Le procès du jeune Kevin tentera de répondre à ces interrogations qui semblent tout droit venues d'un autre âge, d'une époque où les hommes s'affrontaient en duel et exigeaient réparation de l'affront par le premier sang ou par la mort. Bonsoir.